On a tous eu des enseignants qui ont cru en nous et qui ont peut-être suscité notre vocation. Certains sont devenus nos auteurs. Bienvenue dans le podcast Vocation Auteur, le podcast qui donne la parole à des enseignants qui ont choisi de transmettre leur pédagogie à travers nos manuels. Quel est leur parcours? Qu'est-ce qui les anime? Retrouvez chaque mois l'interview d'un auteur qui vous donnera peut-être l'envie d'en être un. Dans ce 7e épisode, Hachette Éducation accueille Vincent Paré. Vincent a été enseignant dans le premier puis dans le second degré et il est depuis 2008 inspecteur de l'éducation nationale sur l'Académie de Nantes. Il anime de nombreuses formations sur le bien-être à l'école et il est l'auteur de 4 romans pédagogiques dans la collection Talents d'école. Écoutons l'extrait musical qu'il a choisi pour introduire ce podcast. Bonjour Vincent. Bonjour Pascal. Alors vous avez choisi comme introduction le morceau Spiegel im Spiegel, une œuvre du compositeur estonien Arvo Pärt. Quelle est la raison de ce choix? Ce choix traduit pour moi tout ce qui est la douceur et la magie du monde, parce que en fait c'est sous cette musique qu'une ancienne danseuse de flamenco qui a dansé dans la maison que j'habite aujourd'hui, qui est un ancien prieuré du XVIIe siècle où c'était des bonnes sœurs, des moniales qui y étaient, et elle a dansé dans cet espace du salon où au-dessus une charpente telle une coque de bateau à l'envers, en fait, une charpente marine, et elle a dansé sous cette voûte avec un ray de lumière qui est arrivé, et pour moi, oui, ça traduit toute cette douceur, cette magie du monde, et cette magie portée par une musique et puis par une danseuse extraordinaire. Alors, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la notion de cheminement personnel qui guide toute votre démarche et qui apparaît dans chacun de vos ouvrages. Quel a été votre cheminement personnel à vous, Vincent, et quel élève étiez-vous ? En fait, c'est l'élève que j'étais qui a suscité ma vocation de pédagogue. Je n'aimais pas l'école. Clairement, je n'aimais pas l'école parce que, en fait, je n'y trouvais pas de sens. Je suis un ancien prof d'histoire géo qui n'a pas aimé du tout l'histoire géo à l'école, au collège surtout et au lycée. Qu'est-ce qui vous a déplu alors ? Parce que justement, j'aimais l'histoire en dehors de l'école et je ne comprenais pas pourquoi l'école me faisait détester ce que j'aimais en dehors. Je faisais beaucoup d'archéologie, j'ai été nourri au dessin animé Il était une fois l'homme, et je n'arrivais pas à trouver dans l'école et à l'école toute cette magie qui me faisait vibrer en dehors de l'école. Donc c'est effectivement, ça a été cette quête de sens qui m'a animé, et puis en même temps ma difficulté à trouver ma place à l'école. Je dis souvent, je le répète, qu'un enfant qui ne tient pas en place est un enfant à qui on n'a pas donné sa place. Et moi, justement, c'était trouver ma place à l'école pour mieux trouver ma place à la vie, dans la vie. Et oui, je crois que tout mon parcours professionnel a été guidé par cette quête de place et quête de sens. Et c'est ce qui fait écho aussi à la définition, moi en tout cas, que je porte auprès des enseignants, de l'enseignant lui-même. Pour moi, c'est à la fois un tisseur de sens. Et aujourd'hui, nos enfants, encore plus qu'hier, et peut-être encore moins que demain, ont besoin de sens dans les apprentissages et de sens dans l'école pour mieux trouver leur sens dans la vie. Et puis, passeur de conscience, c'est ça pour moi, c'est aussi apporter ce supplément d'âme que tout le numérique, que
Parce que l'information, elle est partout. Les enfants aujourd'hui, légitimement, peuvent penser qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Tout à fait. Sauf que l'information étant partout, ça reste un vaste bazar dans leur tête. Donc le rôle pour moi d'un enseignant, c'est remettre de l'ordre dans le désordre de l'imagerie personnelle des enfants. Et d'où cette notion de passeur de sens et tisseur de sens et passeur de conscience. C'est une bien belle image. Et donc, si je comprends bien, votre vocation d'enseignant puis d'inspecteur, c'est d'aider les enseignants et par là même les élèves à trouver leur place dans ce système éducatif et dans la vie aussi. Tout à fait. Je crois que j'évoque souvent l'idée qu'on apprend à utiliser des outils ou des méthodes extérieures à nous et on n'apprend jamais à utiliser l'usage que l'on peut faire de nous-mêmes. Donc, c'est une invitation vraiment à prendre sa part. Et c'est pour ça que, pour moi, l'école, je plaide pour une école où on apprend la vie plutôt qu'une école où on y passe sa vie, où à préparer des concours, des examens, qu'on oublie 15 jours plus tard. Et c'est vraiment cette dimension-là qui me semble importante. Et comment créer du sens, créer de l'envie, une école de l'envie, et ça, ça participe de ce travail aussi de trouver sa place et son envie dans la vraie vie. Alors, qu'avez-vous le plus à cœur de transmettre aux enseignants et aux élèves d'aujourd'hui, vos valeurs, 2 ou 3 clés pour les accompagner dans leur enseignement? Alors, en termes de valeurs, la liberté, mais la liberté dans la responsabilité, qui va se traduire après par idée de bienveillance haute, mais derrière la responsabilité, c'est peut-être ça qui questionne aujourd'hui. Cette idée derrière la place aussi, c'est accepter qu'on ne puisse pas agir sur les autres. On aimerait qu'ils changeaient un conjoint, qu'ils changeaient un proche, et en pure perte. Et c'est de poser l'idée que la seule personne sur qui on va pouvoir agir, c'est soi, c'est nous. J'ai accepté, et je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, et ça me fait gagner énormément d'énergie, cette idée, effectivement, de ne pas perdre d'énergie à chercher à agir sur l'autre. C'est du temps, ça fait gagner du temps. Et ça fait gagner du temps, mais pour ça, il faut d'abord être au clair aussi avec soi-même, et il n'y a pas si longtemps que ça que je m'entends avec moi-même. Donc c'est tout ce travail-là. Vous essayez de transmettre aux enseignants. Exactement. Et aux élèves. C'est ça. C'est ne pas être plus adulte que l'adulte, ne pas être plus parent que le parent, ne pas être plus élève que l'élève, mais prendre sa place, juste sa place, et ce qu'on va pouvoir semer ensuite en agissant sur nous, c'est-à-dire en étant cohérent avec nous-mêmes, eh bien, on va se rendre compte que ça va bouger petit à petit, alors plus ou moins, ce qu'on va semer comme graines, certains ça pousse tout de suite, d'autres ça germe et ça prend du temps à germer, puis d'autres ça pourrit sur place. C'est d'accepter que une graine pourrie, ça sert à rien de l'arroser ou la nourrir, de toute façon elle poussera pas. Donc accepter d'arroser, si je puis dire, les graines qui ont envie de pousser, et puis susciter aussi l'envie de planter. Voilà, donc c'est un peu l'idée que je pose. Donc en valeur, oui, la liberté de responsabilité, le soutien dans une réelle empathie, empathie bienveillante, et puis la sérénité. Ouais. Qui vous définit tout à fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, après c'est aussi un travail sur soi, en toute tranquillité, mais justement, c'est montrer que l'adulte est un modèle de sérénité. Je trouve qu'aujourd'hui, la peur, c'est le fil conducteur de toute l'information. On pétrifie de peur les gens. Et la peur n'est jamais bonne conseillère. La peur a ses raisons que la raison ignore. Et c'est pour ça que c'est vraiment cette invitation derrière la sérénité à se tranquilliser, et puis surtout à permettre d'oser faire ce saut dans l'inconnu qui inquiète toujours,
mais c'est ce saut dans l'inconnu qui nous rend en fait pleinement vivants. Donc voilà, c'est cette sérénité pétrie de liberté responsable, et puis avec cette réelle empathie bienveillante. Voilà ce que j'ai envie de poser et de proposer. Alors, vous avez publié 4 romans pédagogiques qui sont parus dans la collection Talents d'école. Dans quel esprit les avez-vous conçus? Quel sens, du coup, avez-vous donné à ce projet? Le premier sens, c'est d'aider les enseignants à sortir d'une double dépendance. Une dépendance à la quête de recettes extérieures à eux. Ces fiches recettes qu'on nous pose et impose en imaginant qu'il suffit de suivre cette recette pour que le gâteau soit réussi. Et puis l'autre dépendance, c'est celle de la quête de regard extérieur à soi. Cette dépendance au regard de l'autre évaluateur en disant, voilà, est-ce que j'ai raison? Est-ce que, maîtresse, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je suis digne d'intérêt? Est-ce que je suis digne d'être aimé? Donc, c'est cette double dépendance que j'ai voulu proposer de sortir à travers les 4 romans pédagogiques, en pointant justement un cheminement plus qu'une méthode qui s'imposerait aux uns et aux autres. Donc un cheminement fait de tâtonnements, d'hésitation, d'erreurs. En fait, c'est cette invitation à oser se tromper en toute simplicité. C'est accepter de tomber par terre, que Voltaire nous fasse un croc en jambe, c'est accepter de se mettre le nez dans le ruisseau, parfois étroit, parfois profond, qui est celui de la pédagogie, et poussé par Rousseau. Enfin voilà, c'est vraiment accepter d'oser et d'intégrer 2 choses. Un, on enseigne comme on est, et au final, la première des richesses en pédagogie, c'est soi. Bien sûr. Et 2, justement, cette pédagogie, ça soit vécue et pensée comme l'excellence des choses simples. Or, c'est pas simple de faire simple. On a l'art de compliquer les choses simples, parce que simple, ça se traduit en simplisme, et simplisme, oui, c'est pas digne d'intérêt. Donc, il vaut mieux parler compliqué, faire compliqué, et là, on a l'impression de se prendre au sérieux. Et je crois que c'est une invitation aussi à ne pas trop se prendre au sérieux. Alors, pourquoi ce choix particulier d'un roman qui nous parle de pédagogie, Vincent? L'idée de roman, je crois que c'est penser un roman de vie. C'est cette dimension fiction que j'avais envie d'explorer. Une autre manière de former, je trouve qu'en France, on n'est pas des hyper pros dans la formation professionnelle. Au mieux, on informe par des conférences. Au pire, on formate par des injonctions à faire, des méthodes à suivre de A à Z. Et c'est cette obligation de se glisser dans les chaussons d'un autre. Or, ces chaussons, ils ne sont jamais à la bonne taille. Donc, c'est plutôt cet élément qui m'a fait explorer une autre manière de former. Comment la mise en récit peut devenir un objet de formation professionnelle. Et comment, justement, cette mise en intrigue peut à la fois faire écho à des tranches de vie personnelles, et puis en même temps, c'est cette invitation à se former sans s'en rendre compte. Et ça, la dimension roman, la dimension romanesque, cette dimension de fiction, c'est une mise en intrigue, une mise en haleine, parce que la trame est fictive. Les tâtonnements, les cheminements, les hésitations, les pleurs, les larmes, les rires de Caroline qu'on retrouve dans les 4 romans sont les mêmes tâtonnements, doutes, hésitations, pleurs, larmes, rires des 1500 enseignants avec qui j'ai travaillé et que j'ai rencontrés. Donc tout ce que je décris, c'est du vécu, c'est de l'expérimenté. Et même la trame fictive, cette trame de mise en intrigue, la fiction n'est pas aussi fictive que ça. C'est-à-dire qu'à un moment... ça se rapproche de la réalité. Oui, tout ce que je décris, c'est du vécu aussi personnel. Par contre, cette magie et peut-être ma petite impertinence là, c'est vous ne pourrez jamais savoir où je suis, dans quel personnage, à quel moment, je suis un peu partout, je suis nulle part. Voilà. Et seules les personnes qui me connaissent très bien
vont pouvoir dire « Ah ouais, mais là, ah oui, tiens, là, Caroline, un moment, ou tiens, Julius, ou tiens... » Et c'est assez jouissif, ça aussi. Et c'est là aussi où j'ai vécu, en fait, l'écriture de ces romans comme un voyage de moi vers moi, effectivement, pour mieux le partager avec les autres. Et moi, je le dis très clairement, pour moi, ça a été un testament de vie, en fait. Ces 4 romans, voilà, j'ai posé mon cheminement et mon parcours de vie. Et quant à l'utilisation du roman aussi, ça fait écho à la magie des contes. En fait, à mes heures perdues, je compte, j'ai recréé dans cette vieille bâtisse qu'on a appelée la Grande Dame, en fait, parce que justement, il y a une espèce d'âme féminine et qui a été valorisée par cette danseuse, qui a été... on sent c'est un endroit de douceur, de calme, de sérénité. Et c'est dans cet espace-là, au rez-de-chaussée, avec à la lumière de la chandelle ou du feu de cheminée, qui fait reluire un petit peu, fait luire les pierres apparentes en pierre de lest, les pierres de lestage qui servaient pour les navires, justement, pour revenir et tenir l'océan. Et effectivement, j'ai recréé des veillées d'antan où je compte et je raconte sans lumière en soi, parce que là, l'image ne fait pas spectacle, je ne me mets pas en scène. Ce que je mets en scène sont les mots, et les gens d'ailleurs peuvent fermer les yeux. Et la richesse du conte, qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est que chacun va se raconter sa propre histoire. Je peux raconter la même histoire à un enfant de 7 ans et à un enfant de 77 ans, il ne va pas se raconter la même histoire. Et c'est ce que j'ai voulu aussi développer dans le cadre des romans pédagogiques, au-delà du fait que j'évoque parfois des contes, mais l'esprit conte anime les romans parce que en fait, j'écris comme je conte. Et c'est un style particulier, mais voilà, je crois pas que ça soit un style pompeux, mais oui, c'est des histoires. Raconter pour mieux partager, en fait. Et à l'époque, des veillées, les contes étaient l'élément d'enseignement privilégié, jusqu'à après, tard le soir, où là, les contes étaient un peu plus grivois, et les enfants, normalement, allaient se coucher, mais je suis persuadé qu'ils écoutaient. Mais c'est vraiment un espace pour enseigner, et je crois que c'était peut-être là... J'invite justement les enseignants à compter pour étoffer aussi le dictionnaire d'image mentale des enfants, mais je les invite vraiment à compter, raconter plutôt que de lire en appui d'une image. Donc voilà, c'est l'esprit qui a animé. Sont des romans pédagogiques ou contes pédagogiques aussi. Ou contes pédagogiques qui laissent place à l'imaginaire. Donc. Exactement. Pour conclure, je vous ai demandé de me citer votre livre préféré. Alors, vous avez cité 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Pour quelle raison ce choix ? C'est un choix qui traduit pour moi peut-être l'esprit de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la place de chacun. Alors là, ce sont l'histoire de femmes, des déclassées de la société, des hors-la-norme, entre la prostituée, la femme abandonnée, battue. Et je crois que je suis assez attiré par les hors-la-norme et les hors-la-loi, parce qu'on imagine ces personnes fragiles. Et en final, elles montrent une force insoupçonnée et insoupçonnable. Et donc c'est cet esprit-là qui je crois, m'a fait rentrer dans ce livre. Cette idée, là aussi, qu'on est tous capables d'oser, et on est capable d'oser dépasser ses peurs, ses limites, ses préjugés parfois. Oui. Et donc oui, c'est ce qui anime mon choix de ce livre-là, effectivement. Et votre citation préférée, Vincent ? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà, une citation de Éluard. De Paul Éluard. Je crois que ça fait écho à mon parcours de vie, de rencontres, l'idée des rencontres différentes, et puis un moment de se dire, mais
le hasard dans tout ça. Est-ce qu'il y a du hasard ou pas? Mais je crois que j'ai envie de provoquer aussi le hasard. Derrière l'approche de critique, parce que j'étais plutôt dans une logique cartésienne, me dire, mais à un moment, l'esprit critique que je crois avoir, ce mot-là, il est parfois un peu galvaudé parce qu'il est négatif. Donc moi, je l'ai transformé plutôt en curiosité et exploration de l'autre, des moments de vie et ce qui fait dire à la vie et ce qui me fait dire à la vie, c'est plutôt que de se donner des rendez-vous ponctuels, si on se donnait des rendez-vous permanents de curiosité et d'exploration. Voilà. Bon, eh bien, merci à vous, Vincent, pour cet entretien à la fois impertinent et bienveillant. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site Hachette Éducation et sur les plateformes de streaming. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager.